Bon, si vous n'êtes pas encore totalement coupé du monde, vous n'avez pas pu passer à côté de ça. Vous avez sûrement entendu parler ces derniers temps d'un certain Brian Johnson, ce multimillionnaire américain qui, ne sachant plus quoi faire de son argent, a tout simplement décidé de rajeunir. Et pour y arriver, il prétend inverser le processus de vieillissement en s'entourant de dizaines de médecins qui chaque jour scrutent la moindre cellule de son corps et chaque jour lui font avaler des dizaines de gélules. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ce n'est pas comment il fait ça, ni s'il va y arriver, mais plutôt pourquoi. Car à mon sens, cet homme représente symboliquement deux choses. Une volonté de jeunesse éternelle, et pour y arriver, un pacte avec ce qu'on pourrait appeler le diable, c'est-à-dire la seule entité capable de lui donner ce dont la nature l'a dépourvu, et en réalité ce dont la nature a dépourvu tous les hommes, c'est-à-dire précisément la jeunesse éternelle, ou encore l'immortalité. Mais cette histoire, ne vous y méprenez pas, elle est bien plus ancienne qu'il n'y paraît. On pourrait la faire remonter dans un autre registre au mythe d'Adam et Ève par exemple, ou alors à la figure mythologique de Narcisse, ou encore au personnage de Faust dans l'œuvre éponyme de Goethe, pour ne citer que les plus connus. Et il me semble que cette histoire pose aussi nombre de questions. Et si notre apparence ne reflétait pas la réalité? Et si notre jeunesse devenait le piège ultime de notre existence? Ou encore, peut-on vivre sans conscience? C'est tout ce que je vous propose d'explorer aujourd'hui. Alors, prenez votre miroir, observez-vous, on dit que si vous attendez assez, vous allez commencer à avoir des hallucinations. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la quête du sens. Lors du dernier épisode, on était en compagnie d'un écrivain écossais. Aujourd'hui, je vous propose de traverser un petit bout de mer et de se retrouver en Irlande, à Dublin. C'est dans cette ville que va naître, en octobre 1854, un futur esthète, décadentiste et dandy, j'ai nommé Oscar Wilde. Alors, vous avez sans doute déjà entendu son nom, et si vous l'avez déjà lu, il ne fait quasiment aucun doute que vous ayez lu l'ouvrage dont on va parler aujourd'hui, Le Portrait de Dorian Gray. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va recontextualiser. Et ça tombe bien, car on va directement pouvoir mettre en perspective avec l'épisode précédent, celui dans lequel on a abordé l'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde de Stevenson, qu'Oscar Wilde considère lui-même comme le compte-rendu d'une expérience médicale qu'on pourrait trouver dans une revue médicale comme le Lancet. Pour Wilde, en somme, le style de Stevenson est frappé de mauvaises habitudes d'exactitude, d'une volonté de prouver même ce qui relève de l'imaginaire, ce que Wilde considère être le mal contemporain, et ce qui le classera de facto dans le mouvement décadentiste. Alors, contrairement à Stevenson, Oscar Wilde va nous proposer, avec son portrait de Dorian Gray, une approche beaucoup plus esthétique et, il faut le dire, beaucoup plus agréable à lire de ce problème du double malfaisant dont on parlait la dernière fois. Et ayez dès maintenant en tête ce mot d'Oscar Wilde qu'on retrouve dans la préface du portrait. Tout art est à la fois surface et symbole. Ceux qui plongent sous la surface le font à leurs risques et périls, ceux qui sondent le symbole le font à leurs risques et périls. En réalité, c'est le spectateur et non la vie que l'art reflète. Alors, au risque d'y voir notre propre reflet, on va plonger ici sous la surface. On va essayer de sonder le symbole. Ceux qui n'y sont pas prêts feraient mieux de s'arrêter ici. Le jeune homme qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Dorian Gray. Il faut vous l'imaginer comme un éphèbe, c'est-à-dire un jeune homme d'une très grande beauté, un Apollon qui étonne par sa perfection physique. Et cette beauté, elle ne va pas manquer de susciter l'intérêt. Et l'intérêt notamment d'un peintre, Basil Hallward, qui va en faire son sujet d'art. Il va lui peindre son portrait, et déjà, quelque chose se passe. Basil semble, grâce à Dorian, renouer avec son art, retrouver l'inspiration, imaginer de nouveaux traits. C'est que tout mon art désormais, c'est lui. Inconsciemment, Dorian me fournit les traits d'une école nouvelle, d'une école où se retrouvera toute la flamme de l'inspiration grecque. L'harmonie de l'âme et du corps, quelle merveille! Dans notre folie, nous avons séparé ces deux composants et nous avons inventé un réalisme qui est vulgaire et un idéalisme qui est creux. Alors le portrait une fois fini, Basil en est presque apeuré tant il a mis de lui dans cette peinture, tant elle pourrait dévoiler au monde les secrets de son âme. Ne voulant pas l'exposer, il va donc la donner à Dorian directement, qui pourra la garder chez lui. Et en même temps que son portrait a été peint, tout cela se passe au début du roman, Dorian fait la rencontre d'un personnage très important pour notre propos, un certain Lord Henry. Ce Lord Henry, il va beaucoup parler à Dorian.
Il va tellement lui parler que c'est en partie grâce à lui si Dorian a su rester immobile pendant que Basil dressait son portrait. Mais qu'a-t-il bien pu lui dire de si captivant pour retenir autant son attention ? Eh bien, le Lord Henry, il faut savoir que c'est quelqu'un de très charismatique, de très envoûtant. Il a une théorie sur tout, il sait se montrer très convaincant, tant et si bien qu'il va complètement influencer Dorian avec sa philosophie de la vie, sa conception de l'art et de la beauté, ou encore sa vision des femmes. Alors, avant d'avancer trop rapidement, arrêtons-nous quelques instants sur la pensée de cet homme. Je me dois de vous avertir, son influence est profondément immorale, et sa pensée n'est que l'instrument de son art, n'a vocation qu'à être belle, pas à être vraie. Gardez toujours en tête le mot d'Oscar Wilde de la préface, il pourrait faire céder toutes vos barrières et s'emparer de vous, vous révéler à vous-même. Vous voilà prévenu. Mais le plus brave de nous a peur de son moi. Nous portons la peine de nos résistances, tout désir que nous cherchons à étouffer couve en notre esprit et nous empoisonne. Que le corps pêche une bonne fois et s'en est fait de son péché, car l'action a une vertu purificatrice. Il n'en reste rien que le souvenir d'un plaisir ou la volupté d'un regret, le seul moyen de se délivrer de la tentation, c'est d'y céder. Vous avez là déjà un échantillon des belles phrases et de la pensée du Lord Henry. Car pour lui, en nous se joue constamment une danse entre l'âme et le corps, cette fausse dualité qui nous déchire. C'est ce qui lui fera dire que rien, si ce n'est l'essence, ne peut guérir l'âme, de même que rien, si ce n'est l'âme, ne peut guérir l'essence. C'est un des grands secrets de la vie qu'il révèle à Dorian, guérir l'âme par l'essence, guérir l'essence par l'âme. Et si ce n'est pas encore très clair pour vous, rassurez-vous, c'est normal, et pire que cela, ça ne risque pas d'aller en s'arrangeant. Mais par ces mots déjà, Lord Henry va directement frapper fort. Dorian est totalement confus, il sent agir en lui une influence toute nouvelle, mais qui émanait pourtant de lui seul. C'est comme si vous entendiez quelqu'un parler qui semblerait dire tout ce que vous pensez. Car en réalité, Lord Henry ne lui parle pas en tant qu'une tierce personne, mais directement de l'intérieur. Il parle en fait à l'ombre de Dorian, à son double. Et il va aussi lui parler de sa conception de la beauté, qui est purement esthétique. Arrêtons-nous un instant sur ça. Pour le Lord Henry, la beauté surpasse le génie, car elle fait l'unanimité, ce que ne fait pas le génie, elle ne se discute pas et ne se démontre pas. Et plus que cela, il considère l'esthétique comme supérieure à l'éthique, à la morale, avec laquelle, selon lui, l'art ne doit pas se frotter. Les lois et les normes morales changent avec le temps, mais la beauté et l'art, et la beauté de l'art, elles, demeurent. Ces propos de Lord Henry, on les retrouve en fait tous chez Oscar Wilde dans des ouvrages comme Le déclin du mensonge, La critique artiste ou encore dans la préface même du portrait de Dorian Gray. Et pour Oscar Wilde, pour créer de la beauté, on a besoin de l'art. D'un art qui utilise l'imagination pour s'exprimer et se passe donc volontiers de la vérité et d'un certain réalisme. D'où le fait que pour Wilde, l'ultime révélation, c'est que le mensonge, le récit de belles choses fausses, est l'objet spécifique de l'art, indépendamment de toute morale. Et tout cela découle d'une conception encore plus profonde des choses, car Oscar Wilde nous dit que les choses n'existent que parce que nous les voyons. Or, ce que nous voyons, la façon dont nous le voyons, dépend des arts qui nous ont marqués. Pour lui, en somme, on ne voit pas un objet avant d'en voir la beauté. Ce n'est qu'alors et alors seulement qu'il existe réellement. Et traduit dans la bouche du Lord Henry, cela nous donne « Le vrai mystère du monde est le visible et non l'invisible ». Et si vous avez écouté l'épisode que j'ai consacré au Petit Prince de Saint-Exupéry, ou peut-être simplement que vous connaissez cette phrase, vous vous rendez peut-être compte qu'il s'agit de l'exact opposé du « on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux » de l'apprivoisement que le renard apprend au Petit Prince. En bref, pour résumer, Lord Henry a, comme Oscar Wilde, une vision purement esthétique des choses, avec la beauté pour seule vérité dévoilée par l'art, quitte à ce qu'elle soit un mensonge. Mais quel rapport donc avec notre Dorian Gray ? Eh bien Dorian Gray, c'est la personnification de la beauté. Il incarne la beauté avec un grand B, et il est lui-même, en quelque sorte, une œuvre d'art. Et cela doit résonner avec un autre mot d'Oscar Wilde dans ses maximes, qui est que l'homme doit soit porter une œuvre d'art, soit être lui-même une œuvre d'art. En cela, Dorian Gray permet au souffle de la vie de s'exprimer. Mais il ne doit jamais perdre de vue que la vie s'essouffle avec le temps, que l'élan vital se dissipe, que la beauté de la jeunesse est éphémère et que la vie
déforme le corps. Et tout ça, c'est Lord Henry qui va l'apprendre à Dorian Gray, car Lord Henry voit en Dorian Gray le symbole d'une nouvelle philosophie de la vie, d'une jeunesse vécue pleinement dans sa beauté pleine et entière, qui essore les plaisirs et se met toujours en quête de nouvelles sensations et de nouvelles jouissances. Aux yeux d'Henry, il n'y a rien d'autre au monde que la jeunesse et la vie qu'elle permet. Mais alors, comment faire ? Prendre des dizaines de pilules par jour, s'appliquer des crèmes anti-rides et rajeunissantes, faire de la chirurgie esthétique. En plus que tout cela ne soit pas possible au XIXe siècle, il me semble qu'Oscar Wilde a une bien meilleure idée pour son poulain. Car revenons au fil de l'histoire. Le portrait, au moment où je vous parle, est maintenant terminé, et quand Dorian voit son portrait, il eut un léger sursaut et ne put se défendre de rougir de plaisir. Une lueur joyeuse s'alluma dans les yeux comme si, pour la première fois, il venait de se reconnaître. Le rayonnement de sa propre beauté l'éclairait comme une révélation. En fait, Dorian comprenait la vérité de sa beauté, qu'elle n'était pas seulement des compliments amicaux de Basil, mais aussi, comme le lui a enseigné Lord Henry, qu'elle est à la fois la plus belle chose qu'il possède, mais aussi la plus éphémère. Il le savait dorénavant, la vie, à mesure qu'elle formerait son âme, déformerait son corps. Contrairement à Dorian, cette magnifique peinture, elle, resterait toujours jeune et ne serait jamais plus âgée que le jour où elle a été réalisée. Et Dorian, face à cela, de dire « Que n'est-ce le contraire, que n'est-ce à moi de rester toujours jeune au portrait de vieillir ? Pour ce miracle, je donnerai tout. En vérité, il n'y a rien au monde que je ne fusse prêt à sacrifier. Pour ce miracle, je donnerai mon âme. » Et ce vœu, qui peut paraître pourtant si banal formulé par Dorian, ce sera en fait le tournant fictionnel que va prendre le roman. Car ce sera la signature de son pacte avec le diable. À partir de maintenant, Dorian ne le sait pas encore, mais il ne vieillira plus. Sa jeunesse sera éternelle, et c'est bien son portrait qui prendra les traces des déformations de son corps. Mais la contrepartie, vous l'avez peut-être compris, c'est qu'il va donner son âme au diable. Au début du livre, ce qu'il se passe en fait, c'est que Dorian est doublement révélé à lui-même. Il est révélé d'une part par son portrait qui a été peint par Basil, et révélé d'autre part par l'influence intérieure et sournoise que produit le Lord Henry en lui. Quelque part, il est même créé de toutes pièces, car de la même manière que Basil, à partir d'une toile blanche, a fait de Dorian sa création, son objet d'art le plus abouti, Lord Henry, de même, à partir de la page blanche qu'est la conscience de Dorian, en l'imprégnant de sa pensée, a aussi fait de lui sa création, son objet d'étude psychologique et scientifique des passions humaines. Et je dois ici vous dire quelque chose de fondamental pour la suite. En réalité, et des propres mots d'Oscar Wilde, les trois personnages dont je vous parle depuis tout à l'heure, ce ne sont en fait que les trois aspects de l'auteur lui-même. Oscar Wilde dira un jour « Basil Hallward est ce que je pense être, Lord Henry ce que le monde pense de moi, Dorian ce que j'aimerais être. » Alors gardez ça en tête, c'est très important tout au long du développement, et on y reviendra à la fin. Car revenons à notre histoire, à ce moment-là, le pacte ne va pas tarder à produire ses effets. Alors que Dorian va au théâtre, il va tomber fou amoureux d'une des actrices, une certaine Sybil Vane, qu'il adore comme on adore une déesse. Il est totalement transcendé à la fois par sa beauté et par son génie artistique. Les deux vont se rencontrer dans les coulisses et Sybil va elle aussi succomber à la beauté du jeune Dorian. Leur amour va naître et va éloigner petit à petit Dorian de Lord Henry et de ses théories, et il va même finir par se rebeller contre lui. Sa confiance me rend fidèle, sa foi me rend vertueux. Dès que je suis auprès d'elle, je regrette tout ce que m'ont appris vos leçons. Je deviens différent de ce que vous m'avez connu, je suis métamorphosé. D'un simple attouchement de sa petite main, Sybil Vane me fait vous oublier, vous et toutes vos théories si fausses, si fascinantes, si délétères et si délicieuses. Et aux paroles de Dorian, vous pouvez imaginer qu'entre les deux, ça va assez vite. Dorian l'a demandée en fiançailles, et veut maintenant la présenter à ses amis Basil Hallward et Lord Henry. Il les emmène alors au théâtre à une représentation de Roméo et Juliette. Mais c'est la catastrophe. Sybil est pitoyable dans son rôle, elle ne sait plus jouer. Dorian accourt alors la voir en coulisses, mais elle ne semble même pas déçue de sa performance, bien au contraire, on dirait que quelque chose la rend encore plus heureuse. Et en effet, elle lui explique que l'amour qu'elle éprouve désormais pour lui est plus fort que son art, qu'après avoir touché le vrai idéal amoureux dans la réalité avec Dorian, elle ne peut plus jouer l'amour toujours moins idéal parce que fictif de Roméo et Juliette.
Alors, ce qui aurait pu être une très belle déclaration d'amour va en fait se transformer en cauchemar pour Sibylle. Dorian est déconcerté et infiniment déçu, il ne peut plus l'admirer, c'est ça la vérité. Et pourquoi ? Parce qu'elle ne place plus l'art comme objectif premier et n'est plus animée par ce qu'il y a de plus pur en ce monde, c'est-à-dire la beauté. Déchu du piédestal de l'admiration sur lequel l'avait placé Dorian, ce dernier va la quitter de manière assez cruelle et dans l'indifférence la plus totale. Et on remarque ici que c'est l'influence de Lord Henry qui est à la fois la cause de son admiration pour Sibylle et aussi la cause de leur rupture. Et après tout cela, Dorian va rentrer chez lui. Et il va voir son portrait. Mais en s'approchant d'un peu plus près, quelque chose semble avoir changé. Le portrait semble avoir pris les traits de sa cruauté au coin des lèvres et de la souffrance qu'il a infligée à Sibylle sur la peau. Dorian est totalement désemparé. Comment est-il possible que le portrait ait changé d'apparence ? Personne n'est entré chez lui, aucun coup de pinceau n'a pu être ajouté, ce ne peut pas être non plus son vœu de jeunesse éternelle, c'est ridicule, et en plus de cela c'est totalement impossible, Dorian ne veut pas y croire. Mais ça ne va pas tarder à le rattraper, car il va apprendre très peu de temps après que Sibylle a tragiquement mis fin à ses jours de manière subite. Il est alors doublement mis face au mal qu'il a fait, et Lord Henry va essayer de le rassurer, ou plutôt de lui retourner le cerveau. Pour lui, le suicide de Sibylle par amour pour Dorian est en fait la plus belle chose qui puisse arriver, et ça devrait même le réjouir tant l'acte qu'elle a commis est digne des plus grandes tragédies. Et alors Dorian va commencer à se poser des questions. Et si ce vœu avait réellement été exaucé ? Car Dorian est forcé de constater que le portrait est un reflet parfait de l'injustice, de la souffrance et de la cruauté qu'il a infligée à Sibylle, et qu'il n'y a finalement aucune autre explication rationnelle à ce changement de visage. D'autant plus qu'il va voir le portrait comme une opportunité. Désormais, Dorian serait redevable envers ce portrait, redevable de lui donner une pleine conscience de ses agissements et de lui offrir la possibilité de le guider à travers la vie. Car finalement, ce qu'offrait le portrait à Dorian, c'est un clair symbole de la dégradation due au péché, un signe toujours présent de la ruine qui menace les âmes. Seulement, personne ne doit voir ça. Personne ne doit découvrir son terrible secret. Et le problème va se poser car Basil va finalement vouloir exposer le tableau. Et Dorian va alors décider de cacher son portrait, de mentir, de le cacher dans le grenier afin que personne ne puisse y toucher. Et quant à lui, eh bien, il se contenterait de l'observer avec un intense plaisir, il pourrait ainsi pénétrer jusqu'au dernier repli de son âme, ce portrait serait pour lui le plus magique des miroirs. C'est à lui qu'il avait dû la révélation de son corps, il lui devrait de même la révélation de son âme. Et à compter de ce moment, et ce durant des années, Dorian va complètement se laisser aller. Il va complètement se laisser aller à incarner l'hédonisme, cette philosophie épicurienne de la recherche sans fin des plaisirs qu'avait voulu Lord Henry pour lui. D'autant plus qu'il avait reçu de ce dernier un livre qui aura dans le roman une influence tout aussi importante sur lui que les paroles du Lord, un mystérieux livre à la reliure jaune, le livre le plus étrange qu'il ait jamais lu. Et ce livre, de quoi parlait-il ? Eh bien, c'était un roman sans intrigue avec un seul personnage, la simple étude psychologique d'un jeune Parisien qui occupait sa vie en essayant de réaliser au XIXe siècle toutes les passions et les modes de pensée des autres siècles. Mais ce livre, le problème, c'est qu'il était empoisonné. Empoisonné en ce qu'il obscurcissait le cerveau. Car à sa lecture, il sembla à Dorian que les péchés du monde passaient devant lui en un muet cortège, que ce qu'il avait obscurément rêvé prenait corps à ses yeux, des choses qu'il n'avait jamais imaginées se révélaient à lui graduellement. Et au fil du temps, Dorian ne put en fait jamais se libérer de l'influence de ce livre, qui a d'ailleurs été dans la réalité l'objet de nombreuses théories. Certains pensent qu'il s'agit du roman À rebours de l'écrivain français Huysmans, car il y ressemble en effet beaucoup, et d'autres pensent qu'il s'agit simplement d'un effet littéraire visant à mettre Dorian Gray dans la même situation que le lecteur. En tout état de cause, le personnage de ce livre jaune semble être une sorte de préfiguration de Dorian Gray, et ce livre semble être en fait l'histoire de sa propre vie avant qu'il ne l'ait vraiment vécue. Et il me semble qu'on peut faire ici un parallèle intéressant avec la biographie d'Oscar Wilde, puisque on sait maintenant qu'il avait un mentor, un certain Walter Pater, qui était un professeur et essayiste anglais, et ce Walter Pater, il a publié en 1885 un ouvrage nommé Marius l'Épicurien. Et dans cet ouvrage, Walter Pater va retracer le cheminement d'un jeune homme au IIe siècle de notre ère, sous le règne de l'empereur philosophe Marc Aurèle.
Et il nous donne également à voir ce qu'était la philosophie de l'épicurisme, donc de l'hédonisme et aussi du stoïcisme. Et c'est en cela que certains disent que ce mystérieux livre à la reliure jaune pourrait aussi être ce fameux livre de Walter Pater, que d'ailleurs plus personne ne lit. Je vous laisserai dans les commentaires me proposer votre théorie ou me dire laquelle vous trouvez la plus satisfaisante. Mais revenons à notre histoire, car tout ce comportement de Dorian Gray, eh bien ça va avoir des conséquences sur son portrait. Et Dorian va souvent examiner ce portrait, se demandant ce qui est le plus horrible entre les signes du péché et les marques de l'âge. Et le plus terrible en fait, c'est qu'il trouve beaucoup de plaisir à constater la déliquescence de son âme, à observer sa propre descente aux enfers et à la comparer avec son immortelle jeunesse de façade. Il va sombrer petit à petit dans une quête des plaisirs, il va organiser des dîners fastueux, s'habiller comme un dandy, fumer de l'opium, se passionner tantôt pour les parfums, tantôt pour la musique, dans une forme de culte effréné des sens voué à la beauté. Et vous pouvez l'imaginer, tout cela va avoir des répercussions sur sa vie, car le suicide de Sibylle n'est pas le seul malheur dont il va être à l'origine. 18 ans après les faits, et après toutes ces années de débauche, Basil va aller à la rencontre de Dorian, et va lui apprendre qu'on dit beaucoup de choses sur lui, et surtout beaucoup d'horreurs. Car après avoir côtoyé de trop près Dorian, beaucoup de personnes se seraient tour à tour suicidées, exilées, ou bien auraient été déchues, marginalisées et conspuées de la société. Dorian fait mine de ne pas y croire, pour lui le péché s'inscrit de lui-même sur le visage d'un homme, on ne peut pas le dissimuler, car les vices des méchants se révèlent dans les lignes de la bouche, dans la lourdeur des paupières, dans le galbe de la main. En bref, s'il avait fait du mal, cela se verrait sur son visage. Mais en réalité, il le sait au fond de lui, c'est sur le portrait que tout se voit. Et Basil va profiter de cette discussion pour le moins houleuse pour lui demander de voir le portrait qu'il a réalisé il y a de ça tant d'années, et qu'il projette finalement dans le cadre d'un voyage à Paris, d'exposer au grand public. Mais Dorian, l'ayant caché par stupeur d'avoir vu son visage modifié et de peur que d'autres ne le voient, ne veut dans un premier temps pas du tout lui montrer, et encore moins qu'il l'expose. Mais la discussion va continuer, le ton va monter, et Dorian va finalement accepter petit à petit. Il monte alors au grenier, et Basil va découvrir l'horreur. Il va découvrir l'horreur de ce portrait, qu'il ne reconnaît même plus, tant il ne peut pas être de lui. Mais Dorian va lui rappeler son vœu, va lui rappeler le pacte avec le diable qu'il avait fait lors de la finition de son portrait. Et alors que Basil essaye de faire machine arrière à Dorian, de le faire prier pour conjurer le mauvais sort, Dorian va prendre un couteau et le tuer. Et alors qu'on pourrait penser que Dorian est allé au bout du vice, ce n'est pas encore totalement le cas. Car après avoir tué Basil, il va faire appel à un scientifique pour faire disparaître le corps, mais celui-ci refuse. Alors Dorian va utiliser la méthode forte, il va menacer ce scientifique de révéler des informations sur lui pour qu'il accepte de faire disparaître le corps. Mais au fond de ça, Dorian semble tout de même hanté par le crime qu'il a commis. Il cherche à oublier ce terrible événement. Mais le pacte avec le diable est déjà trop largement consommé. Le mal qu'il a fait autour de lui est trop grand et ne va susciter qu'un cycle infernal de vengeance. Et on le voit d'ailleurs très bien, car le frère de Sibylle, donc toutes ces années après, James Vane, a cherché Dorian pour se venger. Et alors, par hasard, dans un bar, il est sûr de lui, c'est Dorian Gray qu'il a devant ses yeux. Et en effet, c'était bien lui, mais seulement Dorian va ruser. Il va lui dire qu'il ne peut être Dorian Gray, étant donné son si jeune âge. Et James Vane va, comme n'importe qui l'eût cru, le croire à son tour et le laisser partir, avant qu'une femme vienne lui dire qu'il s'est fait duper et qu'il s'agissait bien de Dorian Gray. James va alors quelques jours plus tard retrouver Dorian aux abords d'une partie de chasse à laquelle ce dernier participait. Mais coup du sort, James va prendre une balle perdue. Et à la vue de son cadavre, Dorian est comme libéré et dans un cri de joie, il va se croire sauvé. Mais c'était sans compter les dégâts que son comportement avait déjà produits sur lui-même. La paranoïa, le remords et maintenant, se réjouir de la mort de quelqu'un, Dorian avait définitivement touché le fond. Il était temps de se racheter. Il voulait, dans une bonne démarche, expier ses fautes, rompre le pacte qu'il avait scellé il y a tant d'années, et pour cela, il décida de faire des bonnes actions pendant quelques temps. Mais en allant voir son portrait, c'était encore pire qu'avant. De la ruse dans le regard et de l'hypocrisie au coin des lèvres. Tout cela venait s'ajouter à toute sa peine et à toute la dégradation de son portrait qui était déjà là. Les bonnes actions qu'il avait cru faire ces derniers temps n'étaient en fait que l'expression de sa propre vanité encore une fois et n'étaient pas sincères. La seule solution, pensa-t-il, était donc de détruire le portrait
car il était finalement la dernière trace de la pourriture de son âme et des horreurs commises, comme une conscience. En bref, symboliquement, il pensait que détruire sa conscience allait suffire à redevenir inconscient et à racheter son âme. Et ainsi, dans un ultime acte de vanité, pensant que la destruction de son portrait suffirait à effacer le passé et le poids de sa conscience, et lui permettrait de retrouver la paix et une vie normale, il prit le couteau avec lequel il avait assassiné Basile et transperça le portrait. Tout le quartier entendit un cri strident et des policiers entrèrent dans la pièce. Dorian Gray était mort, un couteau planté dans le cœur. Son visage était méconnaissable, flétri et ridé, semblable à celui que Dorian avait vu la dernière fois sur le portrait, tandis que le portrait, lui, était intact et avait retrouvé ses traits originaux. Dorian s'était en fait tué lui-même en voulant tuer le reflet de son âme. Son apparence réelle et celle qu'il avait sur le portrait s'étaient interchangées. Il avait pris tous les traits de l'âge et de l'horreur de ses actions. En bref, en voulant retrouver la paix de son âme, il a transpercé le secret de son cœur et retrouvé le poids de sa conscience. Et voilà comment se termine ce magnifique roman. Mais maintenant, souvenez-vous de ce que je vous ai dit précédemment. Les 3 personnages de ce roman ne sont que les 3 facettes d'Oscar Wilde lui-même. Basile est, je vous le rappelle, ce qu'il pense être, Lord Henry est ce que le monde pense de lui, l'apparence qu'il renvoie, et Dorian est ce qu'il aimerait être. Et à la fin, Dorian ayant tué Basile et s'étant tué lui-même, seul reste finalement Lord Henry et le portrait de Dorian Gray. Autrement dit, en écrivant son roman, Oscar Wilde a anéanti dans une confrontation face à la réalité offerte par le portrait, dans un examen de conscience, ce qu'il pensait être et ce qu'il aimerait être. Il n'est plus resté que son apparence, que le plus superficiel de lui-même, Lord Henry. Et si on rapproche ça avec sa philosophie de l'art dont on parlait au tout début, c'est parfaitement cohérent. Car l'art n'est en fin de compte pour lui qu'apparence, que surface et symbole, on le disait auparavant, il ne doit être ni moral ni immoral, ni vrai ni faux. Et ainsi, en faisant que le portrait offre la conscience morale à Dorian Gray, le roman lui-même enfreint volontairement la conception d'Oscar Wilde, pour mieux souligner encore les dangers d'attribuer une autre fonction à l'art que d'être de l'art, c'est-à-dire créateur de beauté. Car dès lors qu'on détourne de sa fonction l'art, la plus belle chose qui existe en ce monde, c'est la catastrophe. Et comme il nous le glisse à plusieurs moments du roman, le péché est du reste la seule note de couleur vive qui subsiste dans la vie moderne, nous dit-il. Ou encore, après que Dorian ait été empoisonné par le mystérieux livre jaune, le mal n'était plus à ses yeux qu'un moyen de réaliser sa conception de la beauté. Et le mal, on l'a deviné, c'est Lord Henry. C'est le tentateur, et pour ceux qui ont regardé mon épisode sur Adam et Ève, c'est en fait le serpent. C'est le serpent qui se sert de l'orgueil de la créature pour faire succomber à la tentation en l'occurrence du désir de jeunesse éternelle de Dorian, pour corrompre son âme. Et Lord Henry, c'est aussi, selon le propre aveu de Wilde, l'apparence qu'il renvoie au monde, aussi belle que fausse, comme sa manière de parler tout au long du récit. Et après tout ce qu'on vient de dire, si vous êtes encore là, je vous remercie, mais je risque de vous décevoir, car je n'ai en fait pas grand-chose à vous révéler. Sans doute vous l'aurez compris, ce conte philosophique nous dit quelque part qu'on ne peut pas vivre sans conscience. Dans le roman, l'art pictural, le portrait qui a été peint par Basile, donne en effet à voir l'incompatibilité d'un mode de vie hédoniste, c'est-à-dire dédié à la jouissance et au plaisir, avec un comportement moral. Autrement dit, un tel mode de vie rend difficile l'accession à une certaine harmonie entre le corps et l'esprit. Et par là même, le portrait montre à Dorian ce qu'il ne peut pas voir lui-même, c'est-à-dire l'état de son âme, précisément car l'union du corps et de l'âme est un mystère. Vivons heureux, vivons cachés, mais vivons cachés de nous-mêmes. Mais tout ce que je vous dis là, n'oubliez pas, ce n'est que spéculation sur une œuvre d'art. Et c'est-à-dire précisément un non-sens pour Oscar Wilde. Car pour Oscar Wilde, l'art est complètement inutile, il n'a ni vocation à être moral ni à être immoral, en réalité, il n'a vocation qu'à produire de la beauté. Et comme une mise en abîme, l'art littéraire qu'utilise Oscar Wilde, le roman écrit par sa main, le portrait de Dorian Gray, nous permet d'entrevoir les multiples aspects de sa personnalité, dont seule l'apparence demeure, le mystère d'un dandy qui aura su nous parler de morale sans en faire, et ce de la plus belle des manières, c'est-à-dire
par le langage et la beauté des mots. Alors voilà, cet épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter sous la vidéo et à vous abonner surtout sur ma chaîne YouTube, ça m'aide énormément. Également, si vous avez des idées d'autres formats de vidéos qui pourraient vous plaire ou d'autres sujets que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas à me le dire aux commentaires ou bien à me contacter sur Instagram, j'essaie de vous répondre au maximum, vous trouverez tous les liens en description. En tout cas, j'ai modestement essayé dans cette vidéo de respecter la philosophie d'Oscar Wilde, c'est-à-dire de ne pas trop aller sous la surface, de ne pas trop sonder le symbole et de laisser l'art parler pour lui-même et créer sa propre beauté. Mais si vous avez envie de creuser un peu plus sur ces thématiques du péché, de la tentation, du mal, je vous invite fortement à aller écouter mes épisodes dédiés aux secrets de la Bible. J'ai déjà fait un épisode notamment sur Adam et Ève qui pourrait vous intéresser et dans lesquels j'essaye d'avoir une approche qui n'est pas de vous convaincre, mais simplement d'aller chercher dans ces récits fondateurs de la civilisation ce qu'ils peuvent nous dire de la psychologie humaine et de la philosophie de l'homme. Enfin bref, je pense que j'en ai assez dit. Si ça vous a plu, encore une fois, abonnez-vous, likez, commentez, ça m'aide énormément. Et en attendant la suite, je vous laisse sur ce qui vient d'être dit. Merci encore et à la prochaine.